Bienvenue sur ce nouveau stream, bienvenue sur ce nouveau live. J'espère que vous êtes prêts à parler de flamand aujourd'hui. J'avais envie de vous parler d'une espèce de flamand bien particulière, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs espèces de flamands dans le monde, il n'y en a pas qu'une seule. J'avais envie de vous parler de celle-ci. Voilà, donc ça s'appelle le flamand nain, Phoeniconias minor pour ceux qui ont envie du nom scientifique. Et donc le flamand nain, comme vous pouvez le voir, est caractérisé par une coloration qui est finalement pas si rose que ça, mais un petit peu quand même en dessous des ailes, un bec un peu rougeâtre, très foncé, mais quand même, un œil jaunâtre et des plumes noires sur les ailes. Le reste du corps est finalement assez blanc, donc pour un flamand, j'appellerais pas vraiment ça un flamand rose, même si on a un petit peu de rose dessus, il est plus dans les tons blanc-gris, avec quelques touches de rose, à part peut-être pour les pattes. Voilà, donc ça c'est le plus petit des flamands qui existent au monde. Nous avons 6 espèces de flamands dans le monde, celui-là c'est le plus petit, c'est pas très très grand, hein, ça fait à peu près de 1 à 3 kilos pour les plus gros oiseaux, vraiment 3 kilos c'est poussé un peu d'ailleurs, hein, ils atteignent rarement 2,5 kg. Et puis on a une envergure d'à peu près 1 mètre. Voilà, donc c'est pas non plus un flamand rose, un flamand énorme. J'allais dire flamand rose, mais c'est pas un flamand rose. C'est pas un flamand énorme, hein, c'est un oiseau qui est pas petit non plus, mais c'est pas parmi les plus grosses bêtes qu'on connaît. Petit close-up sur les ailes pour vous montrer un petit peu les plumes quand il ouvre les ailes. Et ici, vous connaissez évidemment le comportement des flamands parce que c'est très connu. On en avait fait une vidéo avec Julien d'ailleurs. Où on s'amusait un petit peu à comparer les flamands aux dinosaures de Jurassic Park. Voilà. Et effectivement, ils se déplacent en troupeau. Alors, ceux-là, c'est une des parades nuptiales chez les flamands où en fait ils sont en groupe comme ça et puis ils se baladent sur l'eau en tournant la tête dans tous les sens. C'est assez marrant à regarder. Et donc ça, c'est la parade nuptiale donc chez les flamands nains. Vous les voyez tous en train d'essayer de lever la tête le plus haut possible, là, en écartant bien les plumes du cou pour montrer qu'ils sont très gros, hein, très imposants, avec de jolies plumes et tout. Voilà, parade nuptiale. C'est pas très compliqué, c'est facile à faire, puis bah ça veut peut-être vous avoir une femelle si vous y arrivez. Donc voilà pour le flamand nain, un petit oiseau, ma foi, fort sympathique, que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Alors ce petit flamand nain, contrairement aux autres espèces qu'on a vues dans notre petite émission du mardi, qui étaient toutes des espèces en voie d'extinction, en voie de disparition, enfin bref, qui étaient franchement mal barrées, ben celui-là, il est pas si mal barré que ça. Il est classifié en Near Threatened, donc en gros c'est le premier pas vers la disparition en quelque sorte, mais ça veut dire qu'il est pas encore tout à fait vraiment en danger. Le nombre de flamands nains commence un peu à diminuer, mais on n'est pas non plus sur une situation critique, ça peut attendre quelques années, c'est pas un problème, ils disparaîtront pas tout de suite. Donc là, c'est pas un oiseau que vous allez voir disparaître dans 10 ans, c'est un truc qui normalement, si tout va bien, devrait rester en vie quand même pendant encore de longues années. Donc on n'est pas trop... on s'inquiète pas trop pour eux, voilà, pour dire ça simplement. Et alors, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais en gros, il s'est passé quelque chose en 2019. Un petit événement que j'avais envie de vous raconter parce qu'en l'occurrence, c'est un événement auquel j'ai participé et j'en avais touché 2 mots quand j'étais partie sur la chaîne de Hamgi il y a pas longtemps. Et j'avais expliqué vite fait ce qui s'était passé au niveau de la migration de ces espèces-là, mais j'avais pas vraiment expliqué toute l'histoire derrière. Parce qu'il y a une histoire derrière, et je pense qu'il est temps de la raconter, ça fait déjà quelques années que ça s'est passé, et voilà, il est temps que le monde sache, n'est-ce pas? Non mais il est temps qu'on en parle un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? Les flamands sont roses carrément ou des crevettes, mais leurs crevettes sont crues et pas cuites, alors comment ça se fait? Non, ceux-là ils sont roses parce qu'ils mangent ce qu'on appelle des cyanobactéries qu'ils vont utiliser pour faire des pigments derrière. Les cyanobactéries elles-mêmes n'ont pas des pigments roses, mais ce qu'ils vont consommer va être utilisé comme précurseur pour faire des pigments. Et les pigments roses vont effectivement se retrouver dans leurs plumes. Mais les cyanobactéries elles-mêmes, en fait, cyanobactéries, c'est des bactéries qui sont bleu-vert, en coloration c'est pas rose. Voilà. Mais ça mange aussi des petits crustacés, mais en l'occurrence, ceux-là, c'est plus de la cyanobactérie qu'ils sont en train de manger, donc c'est un peu différent.
Les marguerites, comme les flamands, si elles absorbent du rosé, elles deviennent roses. Du coup, si on a du colorant jaune dans les croquettes en zoo aux flamands, quand on met de l'encre jaune dans l'eau de marguerite, ça fait des flamants jaunes. Alors, c'est une bonne hypothèse, mais non. C'est une bonne question. En fait, si vous n'avez pas le bon précurseur pour faire le pigment, bah du coup, vous n'aurez pas le pigment derrière qui va être reproduit. Donc, en l'occurrence, si vous mettez du jaune, c'est pas le bon précurseur pour le pigment des flamands roses. Donc, ils feront pas de pigment du tout et seront blancs, tout simplement. Voilà. Donc il faut avoir quand même la base. Alors généralement c'est de la caroténoïde pour le rose chez les animaux, en l'occurrence c'est ce qui se passe ici aussi, mais enfin chez les oiseaux en tous les cas. Mais on a résolu le problème en zoo en leur donnant des caroténoïdes dans l'alimentation, ce qui fait que du coup ils sont rouges, rosés, ils ont la bonne couleur normalement. Et si vous avez de l'alimentation aussi pour oiseaux en captivité, genre des perroquets et des trucs comme ça, vous avez aussi des suppléments caroténoïdes dans l'alimentation pour être sûr qu'ils gardent leur couleur, leur jolie couleur habituelle. Voilà. Alors pourquoi les flamands qui sont au zoo ne sont pas en cage parmi les autres et ne s'envolent pas, et du coup pourquoi leurs copains migrateurs les rejoignent pas au zoo? Ah, très bonne question. En fait, quand vous avez un animal qui est pas en cage, généralement c'est que on a fait en sorte qu'il ne s'envole pas. Alors d'une manière ou d'une autre, c'est... Moi je trouve ça un peu barbare, mais après c'est mon avis. Chacun voit les choses à sa manière évidemment. Mais en gros, ils vont couper un petit bout, juste la dernière partie de l'aile, c'est pas grand chose, c'est les derniers doigts en fait, si vous regardez au niveau squelettique, qui sont sur l'aile, et qui font qu'il y a une partie des plumes qui ne pousseront jamais sur l'aile dans ces cas-là. Et je vous avais retiré les trucs auxquels ils sont attachés. Et donc, ça veut dire que l'oiseau ne pourra pas... Il pourra planer un peu, mais il pourra pas vraiment faire du vol battu. Donc en l'occurrence, vous aurez des oiseaux qui seront incapables de partir migrer, et qui vont rester sur place, effectivement. Voilà. C'est une des solutions, et la raison pour laquelle les autres flamands ne les rejoignent pas aux zoos, c'est que c'est tout simplement pas une zone de migration, peut-être qu'ils n'ont pas considéré cet endroit-là comme un endroit pour la migration, voilà, tout simplement. Ils pourraient tout à fait les rejoindre dans les colonies, hein, mais à mon avis c'est pas sur la route de migration tout simplement, et ils les ont pas rejoints à cause de ça. Si vous regardez les flamands en France, ils ne remontent quasiment jamais au-dessus du sud de la France, pour une bonne raison, c'est que c'est pas leur zone de répartition habituelle. Donc de toute façon, ils passeront pas par là pour leur migration, donc à mon avis, ils ne rejoindront pas les flamands qui sont aux zoo de Paris, par exemple. Voilà. D'autres questions avant qu'on commence? Non? J'espère que les Wallons seront pas jaloux que ça parle que de flamand ici. Oui, par contre, je parle pas la langue, donc désolé. Hein. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va embrayer. Je vais vous présenter un endroit qui s'appelle Kimberley, en Afrique du Sud. Alors Kimberley, c'est ça. C'est une... que je vous mette ça correctement. Voilà. Donc Kimberley, c'est ça. C'est une ville minière qui est en Afrique du Sud. Et c'est une ville minière qui va notamment avoir un petit lac artificiel, juste là, sur lequel on va trouver ces flamants nains. Sauf que ce lac artificiel donc a été créé par l'homme, évidemment, et c'est un lac qui n'était pas là de base, il n'y avait même pas d'eau, de courant ou quoi que ce soit, c'est vraiment un lac qui n'est même pas sur une rivière ou quoi, c'est un lac qui est créé par les rejets des entreprises qu'il y a autour de Kimberley, et notamment des mines, qui vont rejeter l'eau là-dedans une fois qu'elle a été filtrée, évidemment, hein, ils vont quand même la nettoyer un petit peu avant de la rejeter là-dedans, et qui vont donc faire cette grande réserve d'eau, après, grâce à toutes les eaux qu'ils évacuent. Il faut savoir que les industries minières, ça nécessite pas mal d'eau lors de leur recherche de diamants, d'or ou de n'importe quoi, et surtout après du nettoyage. Et donc ça, c'est toute l'eau qui va être utilisée pour ça qu'ils vont rejeter derrière, et qui ont décidé de faire un lac avec, parce que bon, finalement, autant faire un lac, hein, on pourrait en faire autre chose, mais c'est pas la peine, autant que ça serve à quelque chose. Et ce lac a donc été créé avec une petite île au centre, une petite île en S que vous voyez juste là, qui a été spécialement créée pour accueillir des colonies d'oiseaux, et notamment des colonies de flamants nains, sur lesquels, donc, des petites îles sur lesquelles ils peuvent nicher.
Et alors ça s'est pas trop mal passé parce que sur ce lac, depuis quelques années, on a vu arriver, enfin depuis 10 ans maintenant, on a vu arriver donc des colonies de flamands qui ont migré depuis d'autres lacs dans l'Afrique du Sud et un peu plus haut en Afrique aussi, pour venir s'installer au Camphor Dam, donc c'est le nom du lac, sur lequel donc ils ont commencé à faire de la repro et vraiment à s'installer sur place. Donc on a vraiment des colonies, donc comme ici vous voyez les images, avec vraiment des colonies, vraiment beaucoup d'oiseaux. On a quand même un paquet de bestioles sur place. Et je crois est-ce qu'on n'a pas un endroit, ouais, je sais pas si on les voit nichés, mais en gros, il y a pas mal d'oiseaux, il y a pas mal de bestioles. Il n'y a pas que des flamands, hein, il y a plein d'autres oiseaux, et c'est des endroits où vraiment les oiseaux vont nicher, vont se reproduire, et ça va permettre d'essayer de soutenir un peu certaines espèces qui sont pas forcément en très grande forme, parfois en voie de disparition. Pour les flamands, c'est pas le cas, mais pour d'autres espèces aquatiques, ça peut l'être. Donc voilà, c'était un lac, c'était un projet qui finalement s'est plutôt bien déroulé et qui a eu des résultats plutôt corrects. Faut savoir en plus que le lac, il contient beaucoup de cyanobactéries, donc qui sont la nourriture principale des flamands nains, des cyanobactéries qui sont là parce que, malgré le fait que les entreprises nettoient plus ou moins l'eau qu'ils rejettent dans le lac, en fait, ce qui se passe, c'est que ils nettoient pas complètement, donc on va avoir des restes parfois d'eau d'égout qui vont atterrir dans le lac, des trucs avec des restes dedans, et ces restes-là vont servir aux colonies de cyanobactéries pour se développer encore plus, ce qui procure encore plus de nourriture pour les flamands. Donc en fait c'est assez marrant. Là pour le coup on a une histoire de pollution qui normalement pour nous humains est pas top parce que ça donne des eaux qui sont un peu crado, mais pour les oiseaux et pour les colonies de cyanobactéries dont ils se nourrissent, et finalement c'est plutôt une aubaine. Donc on était vraiment sur une relation plutôt bien partie entre la ville de Kimberley, ce lac artificiel et les oiseaux qui nichaient dessus. Sauf que le problème, c'est que... Alors, attendez que je mette la photo un peu en plus grand. Est-ce qu'on la voit bien? Ouais, c'est pas super. Sauf que, évidemment, ça pouvait pas durer. Et un jour, la colonie de flamants roses, qui s'était posée pour la reproduction en décembre, avait fait ses nids et avait... je sais pas si vous connaissez les nids des flamands, je vais peut-être vous les mettre ici. Nids flamands... En gros, c'est... Voilà. Alors là, c'est pas les mêmes flamands, mais en gros, c'est une sorte de monticule comme ça. Ici, de terre sur lequel vous allez poser votre unique œuf. Par couple de flamands, vous avez un œuf, généralement. Donc voilà. Hop. Ici, on voit bien. C'est souvent un seul, bon, ça dépend des espèces, j'imagine. En tout cas, pour les flamands nains, c'est un, parfois deux, mais c'est rare. Donc voilà. Sur ces nids ici debout, donc les flamands vont déposer leurs œufs. Ça va incuber pendant un mois et quelques, et puis après normalement vous avez l'éclosion. Et ça en Afrique du Sud, ça se passe en décembre-janvier, c'est à peu près la période à laquelle vous allez avoir la construction des nids, et puis après l'éclosion des poussins, normalement mi-janvier, fin janvier, dans ces eaux-là, en fonction des températures évidemment. Ce qui s'est passé lors de cette saison de reproduction, c'est que, soudainement, toute la colonie a déserté le lac de Camphor. Sauf qu'ils ont déserté le lac, mais en laissant les œufs derrière, parce que les petits, ils avaient pas encore éclos. Ou alors ils allaient éclore 2 jours après, je crois, mais ils avaient pas encore éclos là sur le coup. Donc tout d'un coup, tous les flamands se barrent, il reste les nids, avec tous les œufs dedans. Et il y en avait quand même un paquet, parce que vous avez vu la quantité d'oiseaux qu'il y avait sur le lac tout à l'heure, que je vous ai montré. Là, on était sur à peu près 3000 œufs. Pour vous donner une idée, ça fait beaucoup. Donc, les parents se barrent, ils laissent les œufs sur place, et la raison pour laquelle les parents se barrent, c'est que en fait, les industries qui étaient censées produire et relâcher de l'eau dans le lac, pour une raison X ou Y, je ne sais plus, avaient décidé qu'elles le feraient plus. Et du coup, le niveau du lac avait baissé, mais suffisamment pour qu'en fait, la quantité de cyanobactéries disponibles dans les eaux baisse avec, et donc pour qu'elle ne soit plus suffisante pour soutenir la population complète de flamands. Les flamands ont donc décidé de migrer, n'ayant plus de nourriture, fallait bien qu'ils trouvent autre chose,
Donc ils sont partis sur d'autres lacs voisins, un peu plus loin. Bref, ils ont laissé leurs œufs derrière eux. Alors, gros problème évidemment, les associations sur place se mobilisent, et les associations sur place décident de collecter les œufs. Alors, je sais pas si vous voyez un petit peu l'idée, mais on est quand même sur 3000 œufs de flamands qui sont collectés sur place dans une toute petite ville, parce que Kimberley c'est pas grand, hein. Kimberley c'est tout petit, c'est ça. Kimberley c'est ça. C'est vraiment pas grand, mais sur une petite ville minière, avec pas beaucoup de main d'œuvre, pas beaucoup de gens qui sont dispo, genre je crois qu'il y a un cabinet vétérinaire qui du coup a aidé à collecter les œufs, et c'est tout. Fini derrière. Donc c'était un peu la galère. Ils se sont retrouvés avec des tas d'œufs qui d'ailleurs ont commencé à éclore, parce que 2 jours après, tous les œufs ils avaient éclos, donc on a retrouvé 3000 petits flamands qu'il a fallu tous nourrir à la seringue, à la pipette, enfin bref, c'était la cata. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bah ils ont demandé de l'aide. Alors voilà, ça c'est certains des articles sont parus à l'époque, c'était en 2019, et donc ça a été publié dans pas mal de journaux à droite et à gauche, et vous aviez quand même pas mal de médias qui sont emparés de l'affaire et qui ont essayé d'expliquer l'affaire à tout le monde. Et là, ce que vous voyez ici, donc ça c'est les images de Comfort Dam, mais là en dessous ce que vous voyez c'est en fait un zoo. En l'occurrence, ça c'était un aquarium plus qu'un zoo, qui a notamment commencé à aider et à récupérer des poussins pour les élever eux-mêmes. Donc, dans ces cas-là, les associations qui avaient collecté les œufs ont décidé de faire appel au gouvernement sud-africain qui lui-même a fait appel à PASA, donc à l'association africaine des zoos et aquariums, en disant écoutez, on a un problème, faites quelque chose. Venez aider. Et donc, l'association a répondu présente, évidemment, et les zoos et aquariums membres de l'association en question ont récupéré chacun 200 poussins par là, 500 de ce côté, une centaine par là-bas, en fonction de leur capacité d'accueil, évidemment. Et grâce à leur staff qui a pas mal bossé, ils ont pu les élever eux-mêmes. Donc ça, ici, c'était donc Ushaka, je crois, Marine World, c'est écrit là, voilà. Et donc, qui avait mis en place, alors eux, normalement c'est un aquarium, mais ils ont quand même quelques oiseaux d'eau, genre des manchots du Cap et ce genre de choses, et du coup ils avaient mis en place certains anciens bassins qui ne servaient plus à ce moment-là, pour servir de nurserie, de pouponnière pour les petits flamands. C'était assez marrant, mais bon, heureusement qu'ils avaient un petit peu de place pour le faire, sinon ça aurait été compliqué. Et puis il y a plein d'autres zoos qui ont répondu présent. En l'occurrence, ici, par exemple, c'était à Pretoria. Enfin bref, il y a plein d'endroits où on les verra ensemble. Donc voilà, donc ça, c'est le début de l'histoire. On est en janvier 2019. Fin janvier 2019, moi, j'étais sur Johannesburg. Des petits flamands arrivent par avion depuis Kimberley, pour être distribués dans les zoos du coin qui participent à l'opération. En l'occurrence, ici, le zoo de Pretoria, où j'ai participé moi-même à l'élevage de ces poussins. Il y a eu quoi ? Il y a eu le zoo de Midrand, et puis il y en a eu 2-3 autres sur Johannesburg qui ont aidé à faire ça. Et puis après, ça s'est réparti aussi dans d'autres zoos sur le pays, donc sur la côte, du côté de Durban, du côté de Port Elizabeth, du côté de Cape Town, enfin bref, un peu partout. Ça a été vraiment une grosse opération. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ? Avant qu'on continue. C'est le flamand qui fabrique le monticule avec ses pattes. Oui, c'est le flamand qui fabrique le monticule avec ses pattes et son bec. Exactement. Il faut bien qu'ils se débrouillent parce que de toute façon, ils n'ont pas de pelle. Comment ça se fait qu'il y ait 3 œufs dans le nid sur la photo s'il y a flamand pour un œuf ? Les familles flamands partagent les mêmes nids ou ce sont juste en moyenne 1, mais ça peut être détriplé. Alors c'est généralement 1, mais effectivement, des fois, il peut y avoir plusieurs œufs. Ça peut aussi être un nid qui est en zoo, et dans ces cas-là, ça dépend comment les gens en zoo ont décidé de gérer la chose. Des fois, on rajoute 1 ou 2 œufs. Des fois, il y a un œuf qu'on a rajouté dans le nid, mais qui est en fait un faux œuf pour encourager la ponte des œufs suivants. Enfin bref, il y a plein de possibilités. Donc c'est possible qu'on ait aussi des œufs qui devraient pas être là, parce que c'est des œufs qui sont dans un zoo. Par exemple, je sais pas, j'ai pas regardé la légende de la faune. Alors c'est un œuf par an, mais l'année prochaine, les flamands vont pondre d'autres œufs. Ça pond bien quand même plusieurs œufs. Ah bah oui, évidemment, c'est un œuf par an.
sachant qu'il peut y avoir d'autres pontes derrière, parce que des fois, si la nourriture est suffisante, si les conditions climatiques sont suffisantes, et du coup, les flamands peuvent pondre d'autres œufs derrière, peuvent faire une deuxième ponte, voire même une troisième ponte certaines fois, mais c'est un peu compliqué. Et puis, mais c'est effectivement normalement une reproduction par an avec 1 ou 2 œufs maximum. Les bébés flamands, ça mange pas tout seul des cyanobactéries dans l'eau sans se noyer quand ils arrivent à donner des biberons, des bols de soupe. On va en parler tout de suite. On va voir comment ça marche tout ça. Mais ouais, des bols de soupe et des biberons, effectivement, on n'était pas loin. Bien vu. Donc effectivement, ça mange pas tout seul les bébés flamands, donc il a fallu qu'on s'en occupe. Ça c'était juste, avant qu'on s'occupe de ça, on a reçu pas mal d'aide internationale aussi, donc c'était vraiment sympa. Faut savoir que les associations de zoos, en l'occurrence l'association des zoos africains fait partie de l'association mondiale des zoos et aquariums, et grâce à ça ils ont pu demander de l'aide pour les flamands via la société internationale, qui donc a demandé de l'aide à d'autres zoos, ici le zoo de Détroit par exemple, qui disait que l'un de leurs vétérinaires était justement en Afrique du Sud, et elle est partie aider à ce moment-là. Et c'est pas que le zoo de Détroit, on a eu plein d'aides de zoos nord-américains notamment, français aussi. Bref, il y a eu de l'aide un peu partout, et c'était très très sympa de voir la communauté se mobiliser comme ça. J'avais donc 2-3 images à vous montrer. Des images qui sont... comment ça s'est passé à l'époque. C'est des photos que j'ai prises, moi, quand j'ai aidé au projet sur place. Et donc, ça, par exemple, c'est du bébé flamand. Alors, c'est marrant parce que les bébés flamands, ils ressemblent pas du tout aux adultes. Enfin, pas du tout. Un petit peu quand même, mais en gros, quand vous voyez ça, vous avez pas l'impression que c'est vraiment un flamand rose. Rien que le bec, si vous regardez le bec, en fait, il est même pas recourbé. Il est tout droit, le petit bec, quand ils naissent. Alors ça, c'est des petits qui ont 3 jours peut-être, 4, mettons. Et ils ont un bec qui est tout droit, en fait. Ils ont pas du tout le bec des parents, et c'est seulement après que petit à petit ça se développe. Pareil pour les pattes, finalement, ils ont pas des pattes si grandes que ça comparé à leur corps. T'as vraiment l'impression d'avoir des trucs vraiment tout petits, et c'est vraiment des petites boules de fluff, c'est trop mignon. Donc là, ici, c'est un truc typique qu'on avait pour la nuit, pour les petits flamands. Donc vous avez ici une lampe chauffante qu'on voit pas au-dessus, qui est posée là. Là, c'était les gamelles de nourriture et d'eau pour les encourager à manger par eux-mêmes, même s'ils mangeaient pas vraiment par eux-mêmes à cette période-là, ils sont un peu petits. Vous avez évidemment de l'astroturf en bas pour aider à ce qu'ils n'écartent pas trop les pattes et qu'ils restent quand même à peu près stables. Des petites couvertures à droite et à gauche pour qu'ils se fassent pas mal. Et puis un plumeau, parce que le plumeau c'est super important. Pour les bébés oiseaux comme ça qui, normalement, à la nuit tombée, sont censés se réfugier sous la maman ou le papa. Hein. Et normalement, ils viennent sous les plumes, en fait. Et là, du coup, le plumeau, ça sert de rôle de maman. Parce que comme ça, la nuit, pour se réfugier, ils se mettent en dessous du plumeau et ça fait comme s'il y avait maman. Voilà, c'est très important. Et sinon, on leur donnait aussi des nounours. C'était marrant, ils se mettaient à côté des peluches aussi. Voilà. C'est un peu triste aussi. Hélas. Bon voilà, donc ça vous montre un truc un peu typique, de commencer un enclos typique de flamand, sachant qu'évidemment on a fait avec ce qu'on a pu, parce que quand vous avez un truc comme ça qui vous arrive sur la tronche, vous imaginez bien, là dans le zoo où on était, on avait 200 petits flamands. Ça c'est juste un des enclos, c'est un des trucs, mais on avait une salle complète, une grande salle, et dans la grande salle vous en avez 200 qu'il faut nourrir toutes les 2 heures, de 6 à 8 heures du soir, de 6 heures du matin à 8 heures du soir. Faut préparer la nourriture évidemment, parce que tu peux pas la préparer à l'avance, parce que sinon après c'est plus assez frais, il y a plus assez de vitamines, enfin ouais, ça marche pas. Faut tout nettoyer régulièrement, parce que là, l'enclos par exemple, il a l'air déjà vachement sale, hein, et je peux vous assurer que ça, c'est un enclos qui avait été changé, je sais pas, 1 heure avant, 2 heures avant, peut-être, ça avait été nettoyé. Mais donc c'est du boulot, mais tout le temps. Et j'ai passé pas mal de soirées complètes de nuit sur place, juste pour aider à faire tout ça. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est un bébé flamand. Vous voyez bien le bec qui est bien droit, ici. Hop, comparé aux adultes. Alors là, c'était le nourrissage. J'allais faire le nourrissage. On nourrit à la seringue.
c'est pas toujours simple parce que ils sont assez ils sont motivés. Vous pouvez le voir, ils sont très motivés et du coup ils essaient de choper tout ce qu'ils peuvent pour prendre à manger, parce que c'est normal, hein, c'est l'instinct de survie. Mais c'est pas facile de les faire tenir tranquilles pour arriver à insérer la pipette dans la bouche et le tube, et puis le mettre au bon endroit pour qu'il s'étouffe pas, viser dans le bon trou, parce que vous avez 2 trous au fond de la gorge, vous avez l'œsophage, qui effectivement est l'endroit où vous êtes censé mettre le tube, et puis vous avez la trachée, qui est les poumons, en l'occurrence c'est saccarien pour les oiseaux, où vous ne voulez pas mettre le tube en question, et ça c'est un petit peu dangereux, donc faut bien faire gaffe. Voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passait. Bon, ça c'est les tout petits du coup, 3-4 jours, c'est vraiment les tout bébés. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah ça grandit, et ça grandit vite un oiseau. Heureusement d'ailleurs, parce que à ce rythme-là, on avait un peu du mal à suivre, nous. Et ça, c'est les petits flamands à un peu moins d'1 mois. Et vous commencez à voir que le bec, il commence déjà à se recourber, ici. La couleur du plumage est pas du tout la même, on est passé sur un duvet qui est plus blanc, il est plus dans les grisâtres. Vous avez les pattes bien noires cette fois-ci, elles sont plus du tout roses comme elles l'étaient au début. Parce que si vous regardez les premières... Bon, il n'y a pas remis là, tant pis. En gros, si vous regardez les premières photos, ils ont des papates toutes roses. C'est très marrant. Hop, donc ça grandit et on commence à voir apparaître les premières plumes. Alors tout ça, évidemment, je vous le fais en accéléré là, mais faut bien imaginer que c'est un peu... C'est quelques nuits sans sommeil aussi sur le moment. Voilà. Une petite vidéo des bestioles. Voilà. J'ai essayé de manger mon portable. Absolument. Donc là, ils étaient dehors, on essayait de les garder en extérieur au maximum pour qu'ils s'habituent aussi, parce qu'il faut pas les garder en intérieur tout le temps, c'est plus intéressant pour eux d'être en extérieur. Voilà, à table. Et donc là, le bec a encore changé un petit peu, ça fait vraiment cette espèce de courbe, c'est assez drôle. Et puis ils sont tout doux, ils sont tout fluffus là, ils sont très mignons. Voilà. Voilà, alors le bec du flamand, c'est quelque chose d'assez intéressant, parce qu'en fait, vous avez ici des sortes de toutes petites denticules, je sais pas si on voit bien sur la photo, là on voit peut-être un peu mieux, on voit des toutes petites denticules sur le côté, et c'est ça qui va leur servir à filtrer. Donc en fait quand ils filtrent, alors je vous ai mis une vidéo après, normalement on la verra, ils retournent la tête, et ils utilisent le bec comme ça, à l'horizontale, à l'envers, pour filtrer l'eau, et pour récupérer des petits trucs qui peuvent choper à l'intérieur, que ce soit des cyanobactéries, des micro-organismes autres ou n'importe. Et ça c'est super amusant, vraiment, de les voir la tête à l'envers comme ça, pour essayer de filtrer. C'est très très marrant. Voilà. Hop. Ça grandit encore un peu, on est 2 semaines après, les petites plumes que vous aviez commencé à avoir, là, à l'état de vraiment encore à l'intérieur de leur sac, bah là ça y est, ça commence à sortir, on est vraiment sur des plumes de vol qui commencent à apparaître en fait. C'est pas encore le plumage complet parce que vous allez voir qu'il y a encore beaucoup de duvet partout, mais on commence à voir le plumage qui va être leur premier plumage, leur plumage de juvénile qui commence à apparaître ici. Ce sont ces plumes blanches ici, voilà, qui sont les premières plumes vraiment à pousser du plumage pas adulte, mais juvénile plus en quelque sorte. Donc voilà, ici vous les voyez un peu plus poussées, donc ça c'est les plumes bien noires qu'on voyait au début là, qui commencent à ressortir, ça c'est les plumes de vol, les primaires, donc là, à ce stade-là ils volent pas encore, mais ils commencent déjà à planer un petit peu, et là il fait ses exercices là, lui, pour essayer de muscler ses ailes, c'est un peu ce qu'on lui demande. Hop, et ensuite on arrive à la seconde partie, qui va être la partie où on va essayer de relâcher tout ce beau monde, parce que c'est bien beau d'avoir 3000 petits en captivité, mais ce qu'on veut c'est pas les garder en captivité, ce qu'on veut c'est les relâcher, idéalement. Et évidemment pour ça il va falloir leur mettre des petites bagues, alors des petites bagues qui ressemblent à ça c'est une petite bague qu'on va mettre un oiseau, donc en fait c'est un truc comme ça s'ouvre ici, sur le dessus. Voilà, donc vous les faites chauffer un petit peu, vous mettez dans l'eau chaude, pas chauffer à blanc évidemment, mais vous les mettez dans l'eau chaude, ça se détend un peu, ça s'ouvre et vous pouvez la mettre sur la pâte et après ça se referme une fois que vous le repliez. Et donc ça, c'est quelque chose qui va permettre
aux ornithologues de les voir de loin à la jumelle, et comme il y a un très bon contraste là-dessus, du noir sur du jaune comme ça, de loin ça se voit bien, et puis en plus le jaune réfléchit un peu la lumière, donc c'est facile à voir. Donc ça va vous permettre d'identifier les individus les uns à côté des autres, même quand ils sont au loin sur le lac, donc ça c'est bien pratique. Voilà. Des questions jusque-là avant qu'on passe à la suite? Les cyanobactéries, est-ce que c'est pas dangereux? Je suis pas biologiste. Alors nous, on manipule pas les cyanobactéries. Nous, ce qu'on leur a donné à manger, c'est d'autres trucs. D'ailleurs, on peut en parler vite fait. Ce qu'on leur donne à manger, en fait, c'est une sorte de nourriture complète pour flamands en captivité. C'est la nourriture du début. Quand ils sont tout petits, on essaie de leur donner un truc qui va ressembler au lait de flamand. Alors, si vous connaissez un petit peu les flamands, vous savez que comme les pigeons, ils produisent ce qu'on appelle du lait de jabot. Et c'est pas vraiment du lait comme un mammifère, il n'y a pas de glande mammaire ou quoi que ce soit, mais en gros, c'est un lait qu'ils vont produire grâce au contenu de ce qu'ils ont dans leur œsophage, dans leur jabot, d'où le nom des jabots, et qui vont régurgiter via le bec pour donner à leurs petits. Ça donne, pour les flamands, ça donne un liquide qui est assez rougeâtre généralement, et ça va les nourrir, c'est très 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 calorique, et du coup ça va permettre aux petits flamands de bien grandir. Alors, nous, pour recréer le lait de jabot pour les petits flamands, on a utilisé, il y avait une recette, je vous donne la recette comme ça, si vous avez des flamands à la maison, on sait jamais. Du coup, vous avez des œufs durs, seulement le jaune par contre, pas le reste. Vous mixez avec des crevettes, vous mixez, alors il y avait 2-3 compléments alimentaires qu'on rajoute avec, et vous mixez avec de la blédine pour bébé, mais seulement la blédine à base de farine de riz. Vous pouvez pas utiliser celle à base de farine de blé, ça marche pas. Enfin, c'est pas suffisamment bien pour les flamands, ils ont du mal à digérer. Donc voilà, ça c'est la recette pour les petits flamands, pour faire du lait de jabot. Si vous en avez à la maison, n'hésitez pas. Par contre, pas pour les bébés, c'est pas forcément une bonne idée, mais juste pour vous donner une idée, en fait, vous imaginez bien qu'une recette avec du jaune d'œuf et des crevettes, ça finit par coûter cher, par contre. Et quand vous devez en faire des baquets pour la journée, c'est pas mal. Je peux vous assurer que c'est pas top. Alors j'ai pas goûté moi-même, peut-être qu'il aurait fallu que je le goûte, mais ouais, ça a bien marché. Ils ont bien grandi, y a pas de souci. Mais par contre, ça sent pas très bon après, quand ça reste en dehors de frigo pendant un petit moment. Alors comment ça pousse un bec? Comme un ongle chez nous, c'est une sorte de la kératine morte, donc je veux dire que c'est le bout du bec adulte qui pousse d'abord, puis quand ils sont ados, ça tourne, ou bien c'est vivant un bec. Alors, dans le bec, vous avez deux trucs. Vous avez, pour faire simple, vous avez à la fois l'os, qui va être en l'occurrence le prémaxillaire sur l'avant du bec et le maxillaire un petit peu plus vers l'arrière, que vous connaissez certainement. Et vous avez par-dessus l'os une enveloppe cornée, qui est effectivement de la kératine, qui va pousser aussi régulièrement cette kératine qui va en fait être usée petit à petit par l'utilisation du bec. Donc ça, c'est les deux parties du bec les plus importantes en quelque sorte. Vous avez la langue à l'intérieur aussi, mais enfin ça c'est pas vraiment le plus important pour la structure du bec. En gros, c'est comme ça. Donc en fait, quand le bec pousse chez les petits oiseaux, il se développe déjà, c'est l'os qui va se développer, et l'enveloppe cornée qui se développe en plus par-dessus. Donc les deux poussent en même temps, ce qui va vous donner la forme qui va se recourber un petit peu. C'est à la fois, d'ailleurs si vous regardez un crâne de flamand, vous verrez, c'est le prémaxillaire qui va se recourber aussi, et avec l'enveloppe cornée par-dessus qui va pousser en même temps, tout simplement, pour poursuivre. Donc si vous regardez un crâne de flamand, peut-être essayer d'en trouver un, voilà, donc en fait, vous avez ici le bec, qui est donc constitué du prémaxillaire principalement. Vous avez le maxillaire qui va s'arrêter là, normalement. Et puis la mandibule, pareil, qui va aussi être osseuse, et par-dessus laquelle va se placer l'enveloppe cornée. Enveloppe cornée sur laquelle vous allez avoir les petites dents que je vous ai montré tout à l'heure. Les petites denticules, en fait, font partie de l'enveloppe cornée. C'est pas des dents à part entière, c'est vraiment la kératine qui forme des petits replis sur les côtés pour aider à la filtration. Mais très bonne question, cela dit. Au sol, l'astroturf que vous avez montré, c'est une espèce de faux gazon en plastique, j'imagine, c'est plus... Non, c'est complètement une espèce de faux glaçon en plastique. En fait, le but de l'astroturf, on aurait pu mettre... Il y a aussi d'autres trucs qui fonctionnent en silicone et des sortes de tapis en silicone qu'on utilise un peu plus tard aussi. Généralement, quand vous élevez un petit oiseau, vous allez mettre ça au fond, parce que, d'une, c'est simple à nettoyer, vous pouvez passer à la machine, vous pouvez passer au Karcher, ça résiste. Et de deux, ça évite qu'en fait, les pattes de l'oiseau, elles ne fassent ça, elles ne s'écartent. Et du coup, si vous avez un fond de nid, comment dire, qui n'est pas suffisamment texturé, les pattes, elles vont glisser sur le côté,
Et comme le petit oiseau, bah, c'est quelque chose qui est encore, c'est un bébé, c'est encore tout malléable, c'est encore du cartilage de partout, ça a pas fini de pousser. Bah, si jamais les pattes elles restent comme ça pendant trop longtemps, bah, il va garder cette conformation à l'état adulte, et on veut pas ça quand le petit oiseau il grandit. Donc en fait, tu essaies de faire un sol de nid artificiel, hein, j'entends, qui soit aussi texturé que possible pour que les pattes restent bien sous le corps et que du coup on n'ait pas de soucis. C'est particulièrement un souci avec les échassiers comme les flamands, parce que du coup les grandes pattes, ça peut facilement s'arquer quand c'est petit et quand c'est tout malléable, donc faut faire super gaffe. On fait aussi super gaffe quand on élève les petits perroquets par exemple en captivité, ou bien d'autres types d'oiseaux, c'est toujours super important. Alors comment on fait pour pallier au fait qu'il n'y a pas de parents pour les éduquer? C'est compliqué. Alors l'avantage des flamands, c'est que c'est des espèces qui sont en groupe, donc à partir du moment où vous les élevez en groupe, de toute façon ils vont réussir à comprendre que leur voisin qui est un flamand, ça fait aussi partie du même groupe, donc ils vont se reconnaître en tant que flamands, normalement. Et puis après c'est un oiseau aussi qui a pas non plus des... Il y a beaucoup d'instincts, mais il n'y a pas énormément de trucs qui sont appris en fait. Tous les comportements que je vais vous montrer après, c'est des comportements qu'ils ont appris naturellement, qui sont instinctifs, et qu'on n'a pas eu besoin de leur montrer. Genre comment manger par exemple, avec la tête à l'envers comme ça, c'est complètement instinctif, on n'a pas eu besoin de leur montrer, ils savent faire ça tout seuls. Donc normalement pour la base des comportements, ils savent le faire tout seuls. Après, là où ça va être un peu plus compliqué, ça va être pour les relations sociales entre flamands, mais je vais vous en montrer 2-3 et vous allez voir qu'en fait ils se débrouillent tout seuls aussi. Surtout que si vous les élevez en groupe, généralement ça finit par... y en a un qui finit par dominer plus ou moins, enfin bref, il y a des relations déjà qui se passent entre les petits flamands et généralement ils n'ont pas besoin de plus. Voilà. C'est une espèce qui est quand même assez simple de ce point de vue-là, donc ça va, on n'a pas eu trop de problèmes. Pour d'autres espèces plus difficiles, on aurait eu certainement plus de problèmes. Récupérer des bagues crétiques de la vision par les humains, ok, mais je suis toujours surpris que ça dérange pas les animaux des bagues bien visibles quand on sait pourtant qu'ils font attention à leur look avec des parades sexuelles par exemple. Bah après c'est comme tout, est-ce que la parade sexuelle c'est important pour l'animal en question de bien voir les pattes et de rien avoir sur les pattes? Si c'est le cas, bah du coup effectivement la bague va être un problème, mais si la parade sexuelle ne porte pas forcément sur la patte et sa couleur ou sa texture ou n'importe, ben dans ces cas-là avoir une bague c'est pas trop un problème. Et en l'occurrence pour les flamands, la parade sexuelle, c'est pas trop les pattes qui regardent. Normalement, chez les oiseaux, c'est plus le plumage qui est important pour la parade sexuelle, pas vraiment les pattes. Donc normalement, ça passe plutôt bien. Normalement. Mais c'est vrai que c'est une bonne question, effectivement. C'est une bonne question. On va arriver à un moment où il va falloir les relâcher. Parce que là, vous avez vu, ils ont bien grandi, ils sont devenus, alors pas encore tout à fait suffisamment grands, mais il va falloir quand même les ramener à Kimberley pour les relâcher à l'endroit où ils sont censés être, en l'occurrence sur le lac, qui, pendant ce temps-là, a finalement été re-rempli grâce à la fois aux conditions climatiques, parce que il y a eu de l'eau, il y avait eu une grosse sécheresse aussi précédemment, ce qui fait que ça n'avait pas arrangé les choses, mais là, tout d'un coup, il y a eu une période de pluie, de grosses pluies, qui continue d'ailleurs, et qui du coup a permis de renflouer un petit peu le lac, et puis la ville a fini par discuter avec les entreprises qui normalement étaient censées relâcher de l'eau dans le lac, ce qui fait que bah du coup le lac a retrouvé un niveau, bon pas énorme non plus, mais suffisant pour que les flamands puissent à nouveau survivre sur le lac. Donc ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et ce qu'ils vont faire, justement, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'il va falloir ramener tous ces flamands à côté du lac. Alors, comment est-ce que ça se passe? Bah, ici, vous voyez des caisses qui ont été faites spécialement pour les flamands en question, pour les envoyer à Kimberley, qui sont partis donc par avion. Voilà, pour le coup, c'était des caisses en carton assez basiques, mais renforcées quand même pour éviter qu'il y ait des problèmes. Mais bon, ils volaient pas pendant très longtemps, donc c'était suffisant. Et puis, une fois sur place, il y a une structure qui a été construite, que je retrouve, voilà. Une structure qui est énorme, suffisamment grande en tout cas pour accueillir tous les petits flamands, qui a été construite, qui est ce grand parc ici couvert, qui est en fait un centre de réhabilitation pour les flamands et surtout de préparation aux futurs lâchers qu'on va pouvoir faire, parce qu'il va falloir évidemment relâcher ces flamands sur le lac. Donc c'est constitué ici d'une très grande volière avec au fond là-bas une sorte de mini lac avec des pompes, avec plein de trucs, voilà. Ici
hop, la vue du mini-lac sur lequel on avait installé de quoi les nourrir pour les encourager notamment à trouver leur nourriture dans l'eau, parce que ça c'est un des problèmes qu'on a rencontré aussi, sachant que depuis tout petit on les avait gardés plus ou moins sur la terre ferme, on n'avait pas accès à un lac sur lequel les poser pour qu'ils comprennent que c'est là qu'il faut aller manger. Donc ce qu'il a fallu faire aussi dans cet endroit-là, c'est arriver à leur montrer que sur le lac, c'est là où on a la nourriture. Donc là, ici on était passé une sorte de... c'est pas des croquettes, mais enfin, ça ressemblait pas mal, c'est pareil, c'est de la nourriture pour flamands que vous mettez dans de l'eau, en fait, c'est des petites croquettes qui flottent, et que les flamands récupèrent avec leur bec en filtrant l'eau aussi. Donc ça, c'était un autre type de nourriture adaptée à eux. Une autre vue du lac en question, ouais, je sais plus, c'est un mini lac, hein. Juste pour vous dire que il faisait froid, parce que là, on arrive en avril, mai, ça c'est plus mai. En mai, en Afrique du Sud, c'est l'inverse, c'est l'hiver en fait en mai. C'est en janvier, c'est l'été, en décembre, janvier, c'est l'été, et en mai, c'est l'hiver. Donc ça, c'était le matin, quand j'arrivais pour m'occuper des flamands, ça c'était ce que je trouvais. C'est-à-dire que l'eau, elle gèle la nuit, il fait un peu froid. Alors quand vous vous occupez de petits comme ça, que vous êtes tout le temps dehors et qui caillent, je peux vous assurer que vos mains, elles en prennent un coup. Surtout quand il faut jouer avec de l'eau qui est ultra glacée. Ça fait un peu froid. Alors, un problème qu'on avait rencontré à l'époque, et c'est la raison pour laquelle vous me voyez ici, avec ce flamand dans l'eau. Alors, on fait pas n'importe quoi là, en fait, on fait un nettoyage de flamands. Les petits flamands à l'époque, au tout début, on les avait nourris avec donc la mixture dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec de l'œuf et de la crevette et de la purée pour bébé. Mais après, ils ont évolué, ils sont passés sur une nourriture de flamands un peu plus adulte, une fois qu'ils ont commencé à manger tout seuls, ce qui s'appelle du flamingo red. Bon, en gros, ce flamingo red, c'est une sorte de bouillie rougeâtre qui contient notamment ce qui est important pour la coloration du flamand. Mais le problème, c'est que ces pigments-là, ils ont aussi tendance à coller un petit peu aux plumes, surtout quand le flamand a décidé qu'il prendrait son bain dans la bouillie en question. Ce qui est arrivé plus d'une fois avec beaucoup de flamands, et du coup à la fin on s'était retrouvé avec des flamands qui finalement n'étaient plus gris comme ils étaient censés l'être, et qui étaient devenus des vrais flamands roses. Et le problème de ces pigments et de cette bouillie qui est finalement très riche et qui contient pas mal de graisse aussi, c'est que ça colle bien aux plumes, c'est très gras, et que même si après le flamand commence à partir se laver dans l'eau, comme on leur avait passé un grand, pas un lac, mais une grande zone d'eau bien claire quand même, donc ils allaient se baigner dedans, ils étaient bien contents, mais le pigment rouge ne partait pas de leurs plumes, et notamment cette substance un petit peu collante qu'ils avaient en plus du pigment qui restait sur les plumes, et ça les empêchait d'être complètement waterproof. Le problème pour un oiseau, flamand ou n'importe quel autre oiseau d'eau d'ailleurs, c'est que normalement, pour qu'ils restent bien au chaud, ils ont une couche de plumes extérieures qu'on appelle des plumes de couverture. Les plumes de couverture qui sont censées être là en protection contre les éléments à l'extérieur et notamment contre l'eau, surtout si vous avez des oiseaux d'eau qui se baignent régulièrement, et qui va protéger le duvet qui est en dessous, qui est bien chaud et qui est censé donc maintenir votre oiseau au chaud, surtout quand il fait froid comme c'était le cas pendant ce mois-là où on se caillait. Oui, sauf que avec cette couche de flamingo red par-dessus, du coup, ça ne protégeait plus grand-chose et les plumes étaient un peu toutes collées et c'était pas top. Et donc, on pouvait pas relâcher les flamands comme ça, évidemment. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ceux qui étaient effectivement les plus rouges et les plus embêtés et qui avaient pris l'habitude de se baigner dans ces bacs avec leur repas dedans. Et puis, on les a lavés, alors avec un savon adapté, évidemment. Mais voilà, ils sont passés au lavage. Voilà. Et du coup, après, on leur a laissé quelques jours, évidemment, pour qu'ils s'en remettent et pour qu'ils puissent de nouveau lisser leur plumage, utiliser la petite glande uropygienne, donc la glande qu'ils ont à l'arrière sur leur croupion,
pour pouvoir lisser leurs plumes correctement et les rendre à nouveau imperméables. Et après ça, on a pu les relâcher. Bon, il y a eu 2-3 autres opérations comme là, ici, il y a toujours quelques oiseaux qui sont pas forcément en forme, donc là on leur donne par exemple un petit antibio à celui-là qui était un peu malade, voilà. Parce que, voilà. Et ça, c'est ce qu'on obtient derrière. C'est-à-dire que ça, c'est la couleur normale d'un jeune flamand, de l'espèce du flamand nain. Ça, c'est un flamand nain de première année, donc vous voyez, il n'y a pas du tout de rouge, en fait, sur les plumes, c'est la coloration normale. Alors, il y en a qui sont un petit peu plus rosés que ça, un petit peu plus bruns aussi, ça dépend de l'individu, mais ça, normalement, le gris et noir, c'est très dark, mais c'est censé être la coloration normale du flamand nain. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on avait, parce que si on regarde, ou alors ça c'en est un autre, par exemple, un peu plus brun, mais vous voyez bien, il n'y a pas de rose sur les plumes. Et le problème, c'est que si on regarde, que je retrouve d'autres, voilà, si on regarde les nôtres là, vous voyez qu'il y a pas mal de roses encore. Alors, ils ont commencé à muer ici, parce qu'ils commencent à prendre leur deuxième plumage de juvénile derrière, parce qu'ils ont plusieurs mues pour eux. Donc là, par exemple, ici, vous voyez, il y a des plumes roses qui ont commencé à se barrer, qui ont été remplacées par des plumes grises. C'est le deuxième plumage de juvénile que cette fois-ci, ils vont garder jusqu'à l'année suivante. Mais en attendant, ces plumes-là qui sont roses ne sont pas du tout waterproof, et du coup, l'oiseau, quand il se baigne, ben, il est trempé jusqu'au duvet en dessous, et il peut tout à fait finir en hypothermie. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on ne veut pas, et c'est pour ça qu'on avait commencé à laver les oiseaux avant de pouvoir les relâcher, sinon c'était juste pas possible. Donc voilà, donc ça s'est passé à Kimberley, dans l'endroit où on a commencé à ramener tous les flamands qui avaient été envoyés dans tout le pays. On les a tous ramenés à Kimberley, dans cet endroit-là, dans ce petit centre qui a été construit rapidement, pour le relâcher de ces oiseaux-là ensuite. Pourquoi la volière fermée, vu que le but c'est qu'ils s'en aillent pour pas être embêtés par les vautours. Alors c'est pas trop les vautours le problème c'est tous les prédateurs qu'on avait dans le coin. Alors on a à la fois des bangoustes, qui sont tout à fait capables de choper un bébé flamand et de le manger. On a à la fois des wild dogs, donc les lycaons par exemple. On va avoir aussi tous les chiens et les chats errants, qui sont tout à fait capables de les manger aussi. Et puis on a tout ce qui est léopard, serval, caracal, sans compter, et ça c'est encore un truc dont on discutera après, les gens qui habitent à côté, qui font partie des townships, donc des endroits qui sont des bidonvilles en français je crois, et qui, dans ces townships, ils sont toujours à la recherche de nourriture et notamment de protéines, et c'est tellement simple d'aller récupérer un jeune flamand comme ça, de le choper, et puis d'en faire un barbecue derrière. Donc on était obligé de protéger un peu tout le monde, et de s'assurer qu'il y a rien qui vienne voler à l'intérieur de l'enclos aussi, pouvoir sauter à l'intérieur de l'enclos pour aller choper des flamands qu'on avait quand même vachement travaillé à remettre en état et à amener à ce point-là. Si tu veux, quand tu travailles autant pour arriver à amener tous ces petits flamands d'un état du tout petit truc de 3 jours jusqu'à 3 mois comme ils ont là, jusqu'au point où tu peux les relâcher, en fait, c'est tellement d'efforts que tu as investi dans ces animaux-là, tellement de temps, d'argent, d'émotions aussi, souvent, que t'as pas envie qu'ils soient chopés par le premier truc qui passe. Donc tu essaies de les protéger au maximum jusqu'au moment où tu dois effectivement les relâcher. Donc c'était ça aussi le principe. Sans compter qu'il y a aussi des lois, et qu'il faut faire avec ces lois, c'est-à-dire que tu peux pas juste relâcher une bestiole comme ça, notamment dans une opération de cette envergure. On était mandaté par le gouvernement sud-africain en l'occurrence, et le gouvernement sudafricain, aidé de ses vétérinaires d'État, avait mis en place tout un protocole auquel donc les zoos avaient adhéré et avaient aidé à participer au protocole aussi évidemment. Ils avaient mis en place tout un protocole pour le relâcher de ces oiseaux, pour que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles, et donc on pouvait pas juste faire ça comme ça en disant allez-y les petits, soyez libres. Non, ça marche pas comme ça. Ça c'était on nettoyait des trucs. Voilà, ça vous donne une idée. Alors on avait des volontaires qui étaient là sur place, qui étaient gentiment venus aider aussi. Alors là, il y en a un qui tient l'oiseau pendant qu'il y a l'autre qui essaie de
de nettoyer un peu, et donc on terminait avec des oiseaux qui finalement étaient plus ou moins prêts à être lâchés, comme celui-là, avec joli plumage tout propre. On attendait donc quelques jours que ça se refasse correctement, et puis ils pouvaient repartir. Évidemment, avant de les relâcher, ils ont tous leur petite bague ici, et ici, sur certains, on avait mis un petit émetteur, qui est donc une sorte d'émetteur GPS avec un mini panneau solaire que vous voyez ici sur le dos. Voilà, c'est trop mini. Et ça a permis de les suivre pendant un certain temps, pour voir un petit peu où ils migraient, parce que c'est aussi important, lorsque vous faites un programme de conservation, d'avoir de la recherche qui est associée au programme de conservation, parce que vous pouvez pas juste faire une action comme ça d'aussi grande ampleur et ne rien en tirer derrière. C'est important, non seulement pour le flamand nain, mais aussi pour d'autres espèces de flamands, d'arriver à comprendre comment, pourquoi, et qu'est-ce qu'on peut faire nous pour aider. Et donc ça, c'est le but de ces capteurs ici, de pouvoir essayer de mieux comprendre, en l'occurrence, la répartition des flamands, et de savoir comment et pourquoi ils volaient à droite à gauche, pourquoi ils étaient venus à Kimberley, pourquoi est-ce qu'ils étaient repartis de Kimberley, s'ils étaient repartis de Kimberley, où est-ce qu'ils étaient partis, est-ce que ces jeunes-là, si jamais ils les retrouvaient pas, ils seraient quand même capables de retrouver leur chemin à droite et à gauche, est-ce qu'ils reviendraient plus tard à Kimberley, enfin bref, il y a plein de questions auxquelles on avait envie d'avoir des réponses, et qui ont été effectivement données grâce à ces petits capteurs GPS. Alors on en a équipé, je crois, une vingtaine d'oiseaux avec ça, et certains ont fonctionné encore pendant un an après, ce qui était pas mal du tout au final. Et donc, on arrive au dernier point, qui est évidemment le lâcher de petits flamands. Alors là, il y en a qu'une partie, parce qu'en fait, on les relâchait pas tous en même temps, on les relâchait groupe par groupe. Donc c'est-à-dire que avant de faire un lâcher d'oiseaux, tu vas te checker dans ta population captive, dis ok, lesquels sont prêts à être relâchés. Alors lesquels sont à peu près ok, lesquels ont un poids suffisant, sont en bonne condition physique, donc tu tâtes au niveau du bréchet, voir s'ils ont suffisamment de gras pour survivre pendant un moment. Lesquels sont capables, sont suffisamment grands aussi, parce que tu relâches pas les plus petits, il y en avait qui étaient un peu plus jeunes aussi, qui avaient éclos après, enfin bref, fallait gérer un peu tout ça. Et lesquels sont en bonne santé aussi, parce qu'évidemment en captivité, t'as toujours des oiseaux qui chopent un rhume, qui sont malades, qui se sont fait mal d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils se sont pris dans le grillage ou je ne sais quoi. Donc faut faire gaffe, et tu relâches pas n'importe comment et n'importe quoi. Donc ça, c'était un des lâchers avec les petits flamands sur le lac. Voilà, et ils sont partis. Et donc après, ils sont partis rejoindre la colonie, les quelques flamands qui étaient revenus sur le lac à cette période-là. C'est pour ça qu'on les avait lâchés à ce moment-là. Allez, on s'en va. Et moi aussi, les poules jouent avec des bols de graines, en mettent partout en marchant dedans. Du coup, une solution est de mettre un grillage sur le bol qui laisse passer que le bec. C'est pas possible pour les flamands parce que le bec est trop gros. Et tu mets un grillage, ça passe plus. Et puis après, avec les petits denticules sur les côtés, en fait, ils se prennent dans le grillage aussi. On a eu quelques soucis avec des becs qui s'étaient pris dans le grillage à cause des denticules, qui du coup se coincent. Et quand ils tirent dessus comme des dingues pour essayer de les coincer le bec, ils s'arrachent la moitié du bec. Et c'est dommage. Vous avez mangé du flamand? C'est une question sérieuse, sachant qu'un flamand... Nous, non. Mais je sais qu'il y en a qui en ont mangé, mais nous, non. Non. Pourquoi le lac en question? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir le lac s'assécher à nouveau? Celui-ci est dépendant de l'industrie. Il me semble qu'il n'est pas durable aussi. Alors c'est une très très bonne question, et effectivement, ça fait partie du côté politique de la chose. Maintenant qu'on a vu un peu l'histoire et comment ça s'est passé tout ça. Le premier problème qu'on a eu, c'est que ces oiseaux, normalement, n'auraient jamais dû être collectés dans la nature. Alors, pourquoi? Parce que ces animaux, en fait, sont pas en danger d'extinction. Leur nombre diminue un petit peu ces derniers temps, c'est vrai, mais ils sont pas en danger d'extinction. Il faut savoir que dans la conservation, on n'a déjà pas beaucoup de crédit à accorder aux espèces qui sont réellement en voie d'extinction ou de disparition, mais si en plus on essaie d'utiliser nos ressources durement gagnées pour s'occuper d'espèces qui n'en ont pas besoin, c'est un peu ridicule. Pour ces flamands, et ce qui s'est passé après nous a donné raison, les flamands, quand ils sont revenus à Campherdam 2 mois plus tard à peu près, et tout de suite, comme les niveaux d'eau étaient remontés et que de nouveau on avait des cyanobactéries, tout de suite ils se sont remis à pondre, ils ont refait des nids, ils ont repondu, ils ont fait une deuxième ponte. Deuxième ponte avec à peu près le même nombre de petits dans la ponte. Et du coup, en fait, on n'aurait pas eu besoin
de sauver les petits flamands, ça aurait pas été nécessaire à la survie de l'espèce, vu que de toute façon, derrière, ils allaient refaire une deuxième fois. Alors oui, vous allez me dire, on peut pas prévoir. Clairement, on peut pas prévoir. Mais comme c'est pas une espèce qui est en voie d'extinction ou de disparition, c'était pas nécessaire de mettre toutes ces ressources dans la survie de ces animaux-là. Pour vous donner une idée des chiffres de ce que ça coûte, en vrai, pour les oiseaux qui n'ont pas pu être relâchés, c'est-à-dire il y a toujours des oiseaux dans un groupe qui sont soit mal en point, parce qu'ils sont mal formés, parce qu'ils ont un problème, parce qu'ils se sont cassés une patte, et que ça s'est mal remis, parce que ils ont été malades très longtemps et qu'ils n'ont pas beaucoup grandi, du coup t'as l'impression qu'ils sont nains par rapport aux autres. Tous ces oiseaux-là qui sont restés en captivité, on en a une petite centaine, mine de rien, pour les garder en captivité pendant 1 mois, on était à peu près sur 35 000 rands par mois, juste pour la nourriture et pour le maintien en captivité, pour 1 mois. Alors 35 000 rands, une estimation en euros, ouais, on n'est pas loin de 2 000 € par mois pour tous les garder en captivité. Alors c'est pas énorme, vous allez me dire, mais pour l'Afrique du Sud c'est beaucoup. 35 000 rands, tu les sors pas de ton chapeau comme ça. Parce que bon, ici les choses coûtent beaucoup moins cher qu'en Europe. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi, parce que ça, c'est de l'argent que tu n'as pas mis pour d'autres espèces qui en auraient eu plus besoin. Alors oui, c'est vrai, c'est pas facile de regarder les 3000 € et de se dire « ouais, non, bon, on va rien faire ». Le problème, c'est que quand tu fais de la conservation et quand t'es dans ce milieu-là, il faut que tu fasses des choix. T'as des choix à faire à chaque fois. Par exemple, on t'amène 2 animaux, il y en a un qui est en très mauvais état, tu sais qu'il passera pas la nuit. Et il y en a, ou que de toute façon, quoi que tu fasses, il pourra pas être relâché plus tard. Par contre, l'autre qu'on t'amène, lui, il a des chances de survie. Et il va peut-être pouvoir survivre si tu lui donnes sa chance. Mettons par exemple que t'as ni les finances, ni la place, ni la capacité humaine, c'est-à-dire t'as pas suffisamment de gens, pour t'occuper des 2 à la fois, tu ne peux t'occuper que d'un seul. Il va falloir que tu fasses un choix, et le choix ça va être simple, tu vas prendre celui qui a le plus de chances de survie. Pour ces petits flamands, c'est pareil. Si on avait eu le choix, on ne s'en serait pas occupé. La seule raison pour laquelle on s'en est occupé, c'est parce que le gouvernement africain s'en est mêlé, et parce que du coup ces gens sont partis collecter les œufs, que derrière on s'est dit oui bon ils sont déjà collectés, effectivement on va pas rester sans rien faire, on va les aider un petit peu, clairement ils galèrent, faisons quelque chose. Mais ça aurait été juste les zoos et aquariums, et les divers centres captifs derrière, les œufs seraient restés dans la nature. Faut savoir aussi que ça aurait certainement servi de repas à tous les prédateurs du coin. Parce que c'est aussi comme ça que les prédateurs ils peuvent survivre. S'il y a des animaux qui ont besoin d'un repas d'un prédateur quelconque, eux du coup ils pourront survivre grâce à d'autres bestioles qui elles sont en train de mourir. Faut savoir aussi que quand vous retirez une bestiole qui est en train de mourir de la nature, vous retirez son repas à un autre truc. Donc voilà, faut faire la part des choses, c'est pas simple, et c'est pour ça qu'on a des spécialistes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont capables de dire ça, c'est une action qui est nécessaire, ça, c'est une action qui n'est pas nécessaire. Et en l'occurrence, ça, c'était une action qui n'était pas nécessaire, mais qui nous a obligés derrière à utiliser beaucoup de ressources qu'on aurait préféré utiliser autre part. D'ailleurs, la génération précédente avait migré, donc elle était capable de survivre, qu'elle revienne ou qu'elle aille ailleurs. Donc, exactement. La génération précédente avait migré, et puis de toute façon, ils sont partis sur un autre lac, et puis ils sont revenus plus tard, ils ont refait une deuxième ponte. Finalement, tout allait bien. On n'aurait pas eu besoin de s'en mêler. Voilà. Et juste pour vous donner une idée aussi, en tout, les coûts de gestion de toute cette opération s'élèvent à plus de 2 millions de rands, je crois à peu près. Pour toute cette opération-là, jusqu'au lâcher des petits flamands, sans compter évidemment tout ce qui a été, tout ce qu'on a encore aujourd'hui suite à ces petits flamands qui sont restés en captivité parce qu'ils ne pouvaient pas être relâchés. Donc tous ces flamands-là qui sont encore en captivité de nos jours continuent évidemment à coûter des sous, et ceux-là ne sont pas dans le calcul. Donc jusqu'au lâcher, au dernier lâcher de flamands, ça a coûté à peu près 2 millions de rands, toute cette opération, ce qui est quand même énorme pour l'Afrique du Sud, et ce qu'on aurait pu mettre autre part. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué de gérer tout ça, mais c'est un peu pour ça aussi qu'on a besoin de spécialistes dans beaucoup de cas. Et ça a été le premier problème de ce truc-là, c'est que, de base, on n'était pas censé le faire. On l'a fait, contraint et forcé,
Bon, puis aussi parce qu'on aime bien les animaux, hein, faut pas se le cacher, nous aussi on est sensibles à la biodiversité Disney, c'est normal. Mais dans le meilleur des mondes, on l'aurait pas fait. Le deuxième problème, c'est que derrière, il y a eu plein d'histoires de politique. Et comme d'habitude en conservation, je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est toujours un problème. Le domaine de la conservation ne fait pas exception. Il y a de la politique de partout, vraiment de partout. Par exemple, rien que le fait que la ville de Kimberley était plus ou moins en froid avec certaines entreprises qui du coup ne relâchaient pas l'eau qu'il fallait dans le lac. C'est une histoire de politique qui du coup a impacté les espèces. Le fait que certaines entreprises, certaines unités de conservation ont essayé de tirer la couverture à elles lorsqu'elles ont fait des actions pour ces flamands, alors que c'est pas du tout elles qui les faisaient, par exemple, pour juste récupérer des sous que derrière les autres n'ont jamais vus, par exemple. Alors je citerai pas de nom évidemment parce que voilà, mais on a eu des associations qui ont décidé qu'elles lèveraient des fonds pour les flamands de Camphordam, et puis il y a jamais rien qui est arrivé. Alors on sait qu'elles ont levé des fonds, qu'elles ont fait des crowdfunding, des trucs, des machins, puis il y a jamais de sous qui sont arrivés dans la cagnotte générale en fait. Et ça c'est pareil, c'est pas cool. Voilà. Et c'est aussi une histoire de politique, c'est des gens qui sont là juste pour le côté financier. Bon quand tu sais que ça existe, voilà, ok, mais ça fait toujours un peu mal au cœur. D'autres personnes qui voyaient aussi leur propre intérêt, par exemple, on a eu un vétérinaire, alors c'était un peu triste d'ailleurs d'une certaine manière, mais à Kimberley, vous avez un vétérinaire qui est content d'avoir sa petite clinique là-bas, mais qui se prend un peu pour le roi de la montagne, parce que évidemment c'est le seul veto du coin, et c'est lui qui gère un peu tout ça. Il a son cabinet médical, enfin il est content d'être dans son petit truc, c'est bien. Sauf que c'est un veto qui est un veto de campagne normal. Alors je dis pas que les vétos de campagne ils sont pas bien, au contraire, je respecte beaucoup leur boulot, mais en l'occurrence lui, c'était un cas un peu particulier. Parce que lui, il était en train de tenir tête au vétérinaire de zoo, genre la veto qui bosse au niveau international déjà en plus, qui est enseignante dans la meilleure université veto que tu peux trouver en Afrique, et qui est spécialiste des animaux un peu exotiques, un peu spéciaux, avec en plus des collègues qui se spécialisent dans les oiseaux, etc. Et donc qui était là en tant que agent du gouvernement pour essayer d'indiquer à ceux qui géraient les flamands à Kimberley comment il fallait faire. Et le veto, le veto de Kimberley lui a carrément dit il allait se faire voir. Il y a un moment où tu peux quand même reconnaître que la personne en face de toi a des compétences que tu n'as pas, et que il faut quand même que tu... Bon, non. Donc il y a des gens comme ça qui sont un peu bizarres aussi, et il faut travailler avec, et c'est pas toujours simple tous les jours, malheureusement. Donc tout ça c'est des histoires de politique, tout ça c'est des trucs qui viennent parasiter en fait tout ce qu'on fait. Alors je vous ai montré de jolies images, je vous ai montré comment ça se passe, l'évolution du flamand, etc. Mais faut bien comprendre que derrière il y a encore toute une couche de difficultés qui viennent juste parce que on est des humains et qu'on travaille les uns avec les autres, et que des fois c'est compliqué, très compliqué, et qu'on aimerait si on pouvait juste travailler avec des animaux, mais que c'est pas possible. Voilà. Donc c'est en ça que je vous dis que c'est pas simple ce genre de choses. Et encore une fois, les spécialistes sont là pour une raison. Normalement, c'est à eux qu'on est censé faire appel lorsque on veut avoir quelque chose qui se passe bien. Donc là, que ce soit pour le début où on aurait dû faire appel à un spécialiste avant de dire ouais, on va récupérer les œufs, et puis on va récupérer 3000 œufs, et puis ça va bien se passer, et finalement être débordé et avoir besoin d'appeler de l'aide derrière. Tout ça, ça parasite votre opération, et ça fait que les espèces sont pas forcément sauvées derrière. Et c'est un peu embêtant. Sans compter qu'on a eu d'autres problèmes ensuite. Ça, faut aussi que je vous le raconte, parce que c'est triste, mais c'est comme ça, en fait. Vous vous dites, bon, on a relâché les flamands, c'est bien, du coup ils sont venus mettre plus de flamands
de venir grossir la population générale de flamands nains autour de Kimberley et en Afrique en général, et c'est quand même vachement bien. Oui, mais alors là, ça va être... je suis désolée, ça va un peu être la douche froide, mais en gros, quasiment aucun de ces flamands qu'on a relâchés n'a survécu. 2 raisons à ça. La première, on les a élevés en captivité. On a fait de notre mieux pour qu'ils aient les pattes dans l'eau au maximum tout le temps, pour qu'ils comprennent qu'ils doivent rester les pattes dans l'eau régulièrement. Mais malgré tout, ils ont quand même été élevés avec nous, qui avons les pieds sur terre, pas dans l'eau. Et leur premier réflexe, dès la première nuit, lorsqu'on les a laissés partir, ça a été de rester sur le rivage et de pas aller au milieu du lac avec les autres flamands. Alors qu'ils auraient dû aller au milieu du lac avec les autres flamands. Pourquoi ? Parce que quand un flamand va passer la nuit au milieu du lac, c'est pour se protéger des prédateurs en fait. Ça évite les caracals, ça évite les chiens errants, ça évite les léopards, ça évite tous les trucs qui peuvent venir le manger pendant la nuit. Et les nôtres, ils avaient pas ce réflexe-là. Donc ils se sont fait bouffer. Ouais. Et puis pareil, après, ceux qui se sont pas fait bouffer par les prédateurs, je vous ai dit tout à l'heure que les gens du coin qui habitent dans les bidonvilles autour de Kimberley, parce qu'il y en a quelques-uns aussi, c'est l'Afrique malheureusement, ces gens-là en fait ils sont en recherche constante de trucs à manger et on peut pas leur en vouloir parce que leur mode de vie est quand même pas facile et ils ont besoin de protéines aussi comme tout le monde. Et du coup ils ont vu les flamands, ils sont partis les manger. Voilà. Donc on a des flamands qui sont passés à la broche. Et on le sait parce qu'on a retrouvé les bagues après avec des os qui étaient bien taillés. On avait fait des entailles au couteau et tout. Elles se sont fait manger. Voilà. Donc ça a été une opération qui a été inutile en fait. Donc ça, c'est des millions qui ont été... Bon, on a quelques flamands quand même qui ont survécu, mais en règle générale, c'est des millions qui ont été jetés comme ça par les fenêtres. Et on aurait pu les utiliser à faire quelque chose d'autre, parce qu'en plus là, du coup ça a été une urgence, on a été obligé de faire les choses dans l'urgence, parce que on n'avait pas le choix, ils étaient là les flamands, il fallait bien faire quelque chose. Ouais, mais dans ce cas-là, tu prépares pas suffisamment bien, tu fais pas ton opération correctement, alors que normalement, quand t'as le temps de préparer ton opération, tu peux faire les choses de manière un peu plus raisonnée, un peu plus réfléchie, t'arrives à mettre en place de nouveaux protocoles qui fonctionnent bien, ça permet vraiment d'avoir des choses qui soient un peu mieux faites et qui permettent d'avoir de meilleurs résultats derrière. Là, ça n'a pas été le cas. C'est des choses qui arrivent, mais ça aurait gagné à ne soit être plus réfléchi, soit à ne pas être fait, en fait. Voilà. Donc c'est triste à dire, mais c'est une opération qui, je pense, a été totalement inutile et n'avait pas lieu d'être. Alors, vu que c'était une opération inutile, j'espère que vous avez laissé des jeunes enfants à l'école participer au programme et créer des vocations. Contrairement aux zoos, on enchaîne toujours le contact entre animaux sauvages et le grand public. Non, parce qu'en fait, quand t'as des animaux comme ça qui sont censés être relâchés dans la nature, déjà t'évites le contact avec l'humain au maximum. Donc bon, on les a élevés comme on a pu, mais on a essayé de pas avoir trop de monde qui venait les voir. Aussi pour une autre raison, c'est qu'en Afrique du Sud, il y a pas mal de vagues avian influenza, donc ça, c'est le virus de la grippe aviaire qui se balade pas mal en Afrique du Sud, qui est souvent assez présent, notamment avec des poules et ce genre de choses dans les élevages. Donc plus tu laisses de personnes rentrer et avoir un contact avec tes oiseaux, plus tu t'exposes à la transmission de ce virus à tes oiseaux qui sont censés plus tard être relâchés dans la nature. Donc tu veux pas que le virus déjà tue tes oiseaux en captivité, parce que c'est quand même un virus qui peut être facilement mortel, et de deux, tu veux pas non plus que tes oiseaux soient contaminés et qu'ensuite, lorsqu'ils soient relâchés, ils balancent le virus avec eux dans la population sauvage. Parce que ça, tu veux pas que ça arrive, sinon le reste de ta population sauvage y passe. Donc on pouvait pas vraiment laisser des gens autres que ceux qui soignaient vraiment ces oiseaux-là en contact avec. Donc non, on n'a pas eu d'école, on n'a pas eu de jeunes qui sont venus aider et tout. Et même quand on avait des volontaires, c'est des volontaires qu'on avait entraînés nous-mêmes, qui souvent d'ailleurs étaient juste là pour le nettoyage, parce que c'est un peu le problème d'un volontaire, c'est qu'un volontaire, il est bien, il est gentil, il vient, mais un volontaire, il n'a pas la capacité forcément de nourrir un oiseau à la pipette, il n'a pas la capacité de faire la différence, comme je le disais tout à l'heure, entre l'œsophage
et le trou pour la trachée dans la bouche de l'oiseau. Et si jamais il se trompe, c'est un oiseau perdu, parce que quand tu balances de la nourriture dans la trachée, c'est pas rattrapable. Donc voilà, les volontaires, ils sont vraiment très appréciés, vraiment. Mais généralement, on leur donne des tâches qui sont pas vraiment du contact avec des animaux purs. C'est surtout des tâches qui vont être du nettoyage général, de la désinfection, et peut-être de la préparation de la nourriture. Mais si on arrive à avoir le temps de les entraîner. Mais ça aussi, c'est un autre problème, c'est que comme ça, on a fait en urgence, bah du coup, on n'avait pas le temps d'entraîner qui que ce soit non plus. J'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui me remplace régulièrement pour nourrir à la pipette et tout, parce que quand on a 200 à nourrir comme ça, et que tu refais le processus toutes les 2 heures, ouais, t'as bien envie d'avoir 5 minutes de... Je vais me poser dans un coin là-bas, et puis, vas-y, continue sans moi. Mais bah non, du coup. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Donc généralement, on n'essaie pas d'avoir un contact entre ces animaux sauvages et le grand public. Au maximum, il n'y en a pas. Quand on peut l'hésiter, évidemment. Les goélands mazoutés nettoyés après marée noire ont un taux de survie supérieur à le flamant rose. Normalement, oui, parce qu'en fait, les goélands mazoutés nettoyés après marée noire, de ce que j'en sais, tu les gardes un petit peu en observation le temps que les plumes se régénèrent un peu et que du coup, ils puissent de nouveau avoir ces plumes waterproof que tu puisses relâcher ensuite. S'ils n'ont pas mangé, s'ils n'ont pas essayé eux-mêmes de se nettoyer et qu'ils n'ont pas ingéré trop de mazout, normalement tu peux les sauver, mais le problème c'est quand ils ingèrent du mazout, ça passe pas. Voilà. Donc ça dépend de ce qui s'est passé avec ton goéland. Bah c'est ça, on aurait pu faire un élevage de poulets pour nourrir la population locale, ce serait revenu moins cher, et en plus ce qui aurait été bien, c'est qu'on aurait pu employer les gens qui sont dans le bidonville pour s'occuper des poulets. Donc tu vois, en plus ils auraient eu un job. Mais là non. Donc c'est un peu triste, c'est un peu dommage. Et bon, enfin, voilà. Bon, après c'est une opération qui nous a appris aussi ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Hein. Et puis ça a appris aussi au gouvernement sud-africain ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Et j'espère que la prochaine fois ça se passera mieux. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que toutes les opérations de conservation ne se passent pas forcément bien, que des fois il y a des trucs qui, malgré tous les efforts qu'on peut mettre dedans, bah ça marche pas. Et on fait ce qu'on peut, hein, mais c'était parfois voué à l'échec. Oh, je vous ai pas montré la vidéo de comment les flamands mangent, c'est vrai que du coup, si on peut commentaire, ça me fait penser à ça. Alors ça, c'est des petits flamands, donc là, ils ont entre à peu près 1 mois et demi. Et alors là, ce que vous voyez sur la vidéo, c'est qu'en fait, ils sont en train de taper sur le sol avec leurs papates. Et là, on voit bien avec le bec qui est un peu retourné. Alors là, ils ont pas le bec d'adulte complètement, mais c'est quand ils étaient encore petits que j'ai pris la vidéo. Mais on commence à voir déjà qu'ils ont le bec un peu à l'envers comme ça pour justement choper essayer de filtrer l'eau. Et du coup, ils tapent avec les pattes pour en fait faire remonter le substrat et notamment faire remonter les petits invertébrés, les bactéries, les trucs comme ça dont ils se nourrissent. C'est l'instinct. Donc ça, on n'a pas eu besoin de leur apprendre, ça ils savaient faire tout seuls. Impressionnant qu'un comportement aussi complexe soit inné. C'est pas si complexe que ça au final, parce que c'est vraiment lié à leur physiologie. Donc t'as un bec d'une certaine manière, donc bah tu vas l'utiliser de cette manière-là. Contrairement aux zoos, on rechigne toujours le contact entre animaux sauvages et le grand public. Il y a 2-3 trucs à dire sur les zoos, et effectivement, le contact entre animaux sauvages et personnes du grand public n'est pas encouragé, pour plusieurs raisons. Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, on sait pas trop où est-ce que le grand public a traîné, donc on n'a pas envie qu'il transfère des maladies à nos oiseaux ou à nos animaux en général. Quand il y a contact avec les animaux, on essaie de désinfecter évidemment la personne qui vient et qui a contact, parce qu'il y a quand même des endroits qui font le contact entre certains animaux et le public, mais pas tous.
Et dans ces cas-là, on essaie généralement de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, que le public ne chope pas de maladie au contact de l'animal, parce qu'on sait jamais, ça peut arriver aussi, et que l'animal ne chope pas de maladie au contact du public, parce que ça aussi, ça peut arriver. Et c'est pour ça notamment que le contact avec les singes est extrêmement réglementé, et vous rentrez pas, même les soigneurs animaliers, hein, s'ils sont malades, ils vont pas s'occuper de leur grand singe, par exemple, parce que ils sont tout à fait capables de leur filer leur rhume. Même famille, tout ça, donc il y a déjà cette raison-là, et puis après il y a l'autre raison, c'est que de plus en plus c'est très très mal vu, c'est très très mal considéré par beaucoup d'associations et beaucoup de gens d'ailleurs, de proposer un contact avec un animal. Alors, ça peut être avec toutes ces histoires de selfies que les gens font, par exemple avec un tigre qui a été drogué en arrière-plan. Je sais pas quel type d'animal qu'on a attaché ou qu'on a rendu totalement inoffensif en lui retirant les dents ou les griffes, par exemple. Bref, tout ce genre de choses, ça a très 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 mauvaise publicité, et du coup, les zoos qui sont vus en train de donner un contact avec un animal sauvage à un membre du public, c'est un peu vu comme s'ils étaient un de ces endroits qui n'avaient finalement qui ne s'occupaient pas de leurs animaux, et que les animaux étaient juste là pour offrir un contact avec le grand public et gagner des sous avec ça. Et ça, c'est des choses auxquelles les zoos ne veulent pas être assimilées, ou les aquariums d'ailleurs, hein, parce que c'est pareil. Et bon, avec raison, hein, tu t'as pas trop envie d'être assimilé à ce genre de pratiques assez désagréables. En plus, il y a des nouvelles règles qui sont sorties au niveau de la communauté mondiale des zoos et aquariums, World Association of Zoos and Aquariums, qui a sorti des nouvelles règles sur l'animal welfare en captivité, et notamment sur le contact avec les animaux, et qui encourage fortement, voire même qui, je dirais bien interdit, mais interdire c'est un mot un peu fort quand même, mais qui ne cautionne pas du tout le contact entre le grand public et les animaux dans les zoos, parce qu'ils ne doivent pas être vus comme autre chose que des animaux sauvages, auxquels normalement on n'est pas censé avoir accès. C'est-à-dire que ces animaux-là, c'est pas des peluches à caresser, c'est pas des joujoux, on n'est pas censé les toucher. Tu peux les regarder de loin si tu veux, mais tu vas pas leur faire un câlin, c'est tout. Et je suis d'accord avec ça en fait. Alors oui, c'est vrai que encourager le contact avec ces animaux-là, ça permet aussi d'encourager une certaine relation même pas entre l'animal et la personne en fait, c'est juste la personne qui touche l'animal, on sait que ça encourage aussi un certain sentiment d'avoir un contact avec un animal comme ça encourage l'envie de protéger cet animal, parce qu'on a eu un contact assez intime finalement avec cette bestiole qu'on n'aurait jamais pu voir autrement. Mais est-ce que c'est suffisant pour pallier à tous les problèmes? Est-ce que juste voir l'animal de loin, est-ce que ça suffirait pas à t'apprendre que cet animal il est important, ou à t'apprendre que oui, il faut respecter la nature, ou je ne sais quoi? Est-ce que tu peux pas faire ça sans? Il y a aussi cette question-là derrière. Ça c'est au goût de chacun après, mais je peux pas leur donner tort là-dessus. Il y a des raisons derrière cette pratique, et je pense qu'elles sont bonnes aussi. Avec les dauphins, on n'a plus le droit de s'en approcher en Méditerranée. Au parc Astérix, ils ont retiré les dauphins, et après j'apprends qu'ils ont coupé les doigts des flamants roses pour pas qu'ils s'envolent. C'est bien compliqué tout ça. Oui, c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais c'est pour ça que, normalement, dans chaque zoo et aquarium, tu as ce qu'on appelle un comité d'éthique, voire même au niveau au-dessus. T'as un comité d'éthique qui va justement statuer sur toutes ces décisions, et savoir si, effectivement, c'est considéré comme éthique ou pas. Et t'as des tas de règles à respecter, t'as des tas de choses à faire en fonction de la législation du pays aussi, c'est pas aussi simple que ça. Et donc, en fonction de tout ça, ils vont décider, ok, on va effectivement restreindre les flamands, on va les garder en extérieur parce que ça leur offre peut-être un plus grand parc, mettons, mais on va restreindre leur capacité de mouvement, et du coup ça va permettre de les avoir ici sur le lac sans avoir besoin de tout grillager ou de mettre un filet au-dessus, ce qui n'aurait pas été possible, par exemple. Parce qu'on aurait d'autres comme solution éthique. Par exemple, si vous avez des serpents en captivité, vous les nourrissez avec quoi? Est-ce que vous allez utiliser des souris qui sont déjà surgelées et que vous allez juste remettre à température ambiante avant de le donner aux serpents, sachant que certains ne les prennent pas. Certains serpents ne reconnaissent pas ça comme de la nourriture si l'animal est déjà mort, par exemple. Ou est-ce que vous allez autoriser vos soigneurs animaliers qui s'occupent des serpents à filer de la nourriture vivante à certains serpents qui justement se laissent mourir de faim si tu leur donnes pas des souris vivantes?
comment est-ce que tu gères ton truc? Et là, du coup, c'est au comité éthique de trancher. Et il y a plein de questions comme ça que le comité éthique doit trancher, hein, de manière journalière. Voilà. Mais c'est plus complexe que ça en a l'air, en fait. Et je pense, peut-être qu'on fera une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, parce qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça dont on peut parler. Dans la conservation aussi, on a des comités d'éthique, hein, pour décider, par exemple pour les flamands, pour décider quand est-ce qu'on doit les relâcher, est-ce que c'est une bonne idée de les relâcher, lesquels doivent être gardés en captivité ou pas, en fonction de comment ils sont, de s'ils ont des blessures, voilà. C'est aussi une comité d'éthique qui décide de ça. T'as pas vu beaucoup de selfies avec flamands, c'est parce qu'il y en a pas quand on veut faire scientifique. Le méchant quand il qui se prend en selfie avec animaux sauvages. Ah, je qualifie personne de méchant. Je sais très bien que les gens qui font ça, ils comprennent pas ou ils savent pas. Et c'est pas... Je ne juge pas. En fait, quand t'es dans ce genre de choses, alors là, je vous ai pris quelques vidéos parce que j'ai peut-être eu 5 minutes ce jour-là pour prendre une vidéo et que je me suis dit, voilà, tiens, j'ai immortalisé ça parce que quand même, je les aime bien, ces bestioles. Surtout quand tu passes beaucoup de temps à t'en occuper. T'as bien envie quand même de garder un petit souvenir. Je prends très rarement des selfies avec les animaux que je soigne, en fait, parce que ça me vient pas à l'idée. Alors j'en ai pris un ou deux avec des flamands, j'avais mis une photo sur Twitter, c'est un des seuls que j'ai pris, je crois. C'est l'une des seules photos que j'ai pris, et puis après j'en ai une ou deux autres où en fait, les photos que je vous ai montrées, il y en a une ou deux où je suis dessus, mais c'est parce que c'est quelqu'un d'autre qui a pris la photo pour moi. Enfin pour moi. Qui a pris la photo et qui me l'a envoyée après, en tout cas. Je réagis pas trop comme ça en fait, moi ce qui m'intéresse surtout c'est la bestiole. Me voir avec sur la photo... Je trouve pas que je sois aussi photogénique, en fait. Ça. Non, c'est ça, ça m'intéresse pas. Mais oui, dans l'absolu, je pourrais prendre. Mais par exemple, la vidéo que vous avez vue où là, je suis... voilà, mais c'est juste que je me suis pas pris en selfie avec, tout simplement parce que là, on a une bestiole qui a genre 4 jours, mettons, 5 jours peut-être. C'est tellement petit, tu le tiens dans la main comme ça, t'as l'impression que tu vas le casser. Et c'est juste, en fait, tu fais pas n'importe quoi avec en fait. Et voilà, c'est plus dans cette optique-là que j'ai pas envie de me prendre en photo avec, parce que tu te dis ouais non, si tu fais une bêtise derrière, il y a tous les efforts que t'as mis dedans qui vont aussi être réduits à néant, et c'est dommage. C'est tout. Mais c'est pas que je veux pas... C'est pas que je veux pas prendre de selfies, c'est que j'y pense pas, en fait. Mais j'ai des photos avec moi et des animaux aussi, mais c'est vrai que comparé au temps que je passe avec, il y a pas beaucoup de selfies de moi avec ça. C'est ça, tu profites du moment. Je profite aussi du fait que je suis avec l'animal, Puis quand t'es avec l'animal, Enfin, après c'est peut-être différent pour les autres, je sais pas, mais pour moi, je suis là, je suis à 100% avec la bestiole, parce que si jamais tu fais une erreur, si jamais tu te plantes, c'est la vie de l'animal que tu mets en danger, et ton but c'est quand même de le sauver. Donc moi je suis là, j'essaie de gérer l'animal du mieux que je peux, j'essaie de gérer les problèmes autour s'il y en a, et puis j'ai pas l'intention de sortir juste le portable pour prendre un selfie, juste pour... T'es vraiment concentré sur la tâche que t'es en train de faire. Voilà, c'est tout. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt sur Twitch ou sur YouTube pour de nouvelles aventures avec des plumes.